Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de notre projet de recherche qui comportait sur la détection moléculaire des bactéries du genre Legionella dans les eaux des tours de refroidissement et les eaux de consommation. C'est un projet qui a pris fin en 2015. Donc, depuis 2015, on a continué à travailler sur la problématique et on a réussi à analyser 10 autres types d'échantillons, dont les échantillons de sol. Donc, je voulais quand même les inclure aujourd'hui dans la présentation. Et vous allez voir aussi, je vais inclure différentes nouveautés qu'on a mises au point au cours des 2 dernières années dans la présentation pour que vous soyez à l'affût de ce qui s'est passé. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu de l'environnement naturel dans lequel on retrouve les légionnelles. Les légionnelles se retrouvent principalement dans l'eau douce, dans les endroits qui sont humides, principalement au niveau des sols qui contiennent beaucoup d'humus et aussi du compost. D'ailleurs, en 2015, il y a eu une étude qui a été faite et qui a mis la relation entre un échantillon de sol ici au Québec et 2 causes de légionellose chez des travailleurs qui avaient été exposés suite à une contamination d'un sol. La bactérie, par contre, a un ferme pour des environnements artificiels, principalement les tours de refroidissement. Je pense que tout le monde est au courant de la problématique reliée à la légionellose dans les tours de refroidissement. L'éclosion qui a eu lieu en 2012 à Québec a sensibilisé bon nombre de Québécois à cette problématique-là. Mais il y a aussi d'autres environnements, dont, entre autres, les fontaines dans les hôtels. Il y a eu des cas à Chicago, entre autres, où des voyageurs ont été infectés par la bactérie. Et les spas sont aussi un milieu qui va préconiser la prolifération de la bactérie. Donc, Legionella, en fait, ce qu'elle aime beaucoup, c'est les températures qui sont assez élevées, donc entre 25 et 42 degrés. Pourquoi elle aime ça? Souvent, c'est que les autres bactéries vont moins être capables de se multiplier dans ces environnements-là. Donc, elle va prendre le dessus sur ces bactéries-là. Donc, elle va devenir en surnombre. Elle aime aussi les endroits où souvent il va y avoir de la stagnation, donc où l'eau va moins se déplacer, où il va y avoir des dépôts, des sédiments dans lesquels elle va être capable de proliférer. Il va y avoir des biofilms. Et c'est une petite cachotière, la Legionella. La Legionella cohabite très bien avec nos amis, les amibes. La Legionella va pénétrer à l'intérieur de la cellule de l'amibe pour se protéger. Donc, elle va, par cette action-là, se protéger souvent des biocides qui vont être utilisés, entre autres, dans les tours ou dans les spas. Pourquoi on s'intéresse à la Legionella? Parce que c'est une bactérie qui va causer des effets à la santé. Elle va causer 2 maladies, plus particulièrement. Soit la fièvre de Pontiac, qui va ressembler à une petite grippe, qui n'est pas trop problématique. Puis souvent, les gens vont avoir la fièvre de Pontiac, puis ils ne le sauront même pas. Ça va passer inaperçu. Par contre, quand on parle de la maladie du légionnaire, là, c'est une toute autre affaire. C'est une maladie qui peut être beaucoup plus grave, pour laquelle il y a plusieurs décès. L'espèce qui est responsable de la grande majorité des problèmes infectieux, c'est Legionella pneumophila, plus particulièrement même le sérogroupe 1. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Legionella longbeachii. Donc, Legionella longbeachii en Australie et en Nouvelle-Zélande compte pour environ 50% des infections. Ce n'est pas ce qu'on rencontre ici. Nous, on en a eu 2 cas il y a 2 ans. Mais en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est quand même une problématique auxquelles ils sont confrontés là, régulièrement. Actuellement, les méthodes qui sont recommandées, les méthodes qui étaient faites à l'IRSST et qui sont faites à peu près dans tous les laboratoires, c'était une méthode par culture. Par contre, cette méthode-là, elle a plusieurs inconvénients. Un des premiers inconvénients, c'est son temps d'incubation. Donc, le temps pour avoir les premières colonies est de 7 à 10 jours. Après ça, il faut ajouter un autre 4 à 7 jours pour faire l'isolement et la confirmation des cellules, des colonies qui vont être suspectées. L'autre problème, c'est qu'on va être limité aux cellules qui sont cultivables. Mais par contre, dans un environnement, souvent, on va avoir des cellules qui vont être viables, mais non cultivables. Ils vont être dans un état de demi-sommeil, on peut dire, où ils ne seront pas capables de se multiplier sur notre milieu de culture. Mais si jamais des super bonnes conditions de croissance leur étaient fournies, dans un poumon, par exemple, mais elles pourraient redevenir cultivables et être capables de proliférer. Donc, c'est quand même des groupes de bactéries auxquels on veut s'intéresser, mais la méthode par culture n'est pas capable de les détecter. Dans un milieu où il y a beaucoup d'autres bactéries, les bactéries hétérotrophes qu'on appelle, donc d'autres bactéries qui ne sont pas du groupe légionnel, qui peuvent être des pseudomonas, qui peuvent être des micrococcus,
bien, ces autres bactéries-là vont compétitionner pour le milieu de culture, pour la nourriture qu'on va offrir. Puis, souvent, ils vont empêcher la bactérie du légionnaire, la bactérie Legionella, de se multiplier sur la gélose. Il y a aussi, lorsque les gens vont mettre des biocides dans leur échantillon, ces biocides-là vont aussi être transférés dans nos échantillons au laboratoire, vont être sur nos géloses, puis ça peut arriver que ces biocides-là aussi vont empêcher la multiplication des bactéries dans le laboratoire. Les bactéries qui sont à l'intérieur de nos amis, les amibes, ne vont pas être capables de se multiplier sur les géloses non plus. Donc, on ne les verra pas non plus. Et pour ceux qui pratiquent cette méthode-là quotidiennement, c'est une méthode qui n'est vraiment pas évidente. C'est une méthode qui demande énormément d'attention, qui est très difficile. En fait, si vous voyez sur la gélose ici, on voit qu'il y a tous différents types de micro-organismes, mais là-dedans, il y a peut-être juste une ou deux légionelles. Donc, au laboratoire, il faut regarder très scrupuleusement chacune de ces colonies-là pour essayer de détecter celles qui pourraient être des légionelles pour poursuivre l'analyse. Donc, toutes ces limitations-là, le problème qu'on a, c'est que ça va produire une sous-estimation des concentrations réelles, mais ça va aussi engendrer des délais d'analyse qui sont beaucoup trop longs pour intervenir de façon efficace si jamais on a une grosse problématique. Puis c'est de là que vient tout l'intérêt de faire des analyses par biologie moléculaire, parce qu'en dedans de 24 heures, on est capable d'avoir les résultats si l'urgence le demande. Donc, l'objectif du projet, c'était de développer une méthode d'analyse qui était indépendante de la culture pour analyser les bactéries Legionella pneumophila dans les tours d'eau de refroidissement et les tours d'eau chaude. Au cours du projet, il y a eu l'éclosion en 2012. Le projet a commencé en 2010. Et suite à l'éclosion, il y a eu les recommandations qui ont été émises par le directeur de la santé publique, dans lesquelles il faisait ressortir 3 grandes recommandations, auxquelles, selon lui, il était important de continuer à faire de la surveillance, de la prévention et du contrôle, de mettre en place des normes et des règlements pour faire le contrôle des tours de refroidissement. Et finalement, dans le dernier point, il soulignait son intérêt pour maintenir et d'avoir accès à une expertise spécialisée. Et un point très, très particulier là-dedans, qui était souligné par le docteur Desbiens à l'époque, c'était qu'il voulait avoir accès à des méthodes qui étaient rapides pour identifier les sources en cas d'éclosion. Et il soulignait de façon très spécifique le qPCR dans ce rapport-là. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de c'est quoi la PCR. La PCR, c'est une réaction cyclique qui utilise des brins d'ADN de notre légionelle avec des parties très spécifiques, ciblées, qui vont être uniques aux micro-organismes qu'on veut aller chercher. Donc, dans notre système, on va toujours aller chercher des phrases qui vont nous permettre de reconnaître soit la Legionella pneumophila, soit la Legionella spp ou n'importe quel autre micro-organisme qu'on veut aller détecter de façon spécifique. Donc, notre première étape, c'est vraiment d'aller chercher ces phrases spécifiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une PCR? C'est qu'on va prendre notre ADN double brin, qu'on va mettre dans une petite machine. Et cette machine-là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle change de température. Et selon la température à laquelle on va soumettre notre brin d'ADN, celui-ci va se dénaturer. Après, on va aller mettre nos petites séquences, nos petites phrases qui vont aller reconnaître notre séquence spécifique. Et ensuite, l'enzyme de la polymérase va aller doubler ce brin d'ADN-là pour le recopier. Et on fait ça à maintes et maintes reprises. En fait, on le fait environ 40 fois, ça va dépendre des programmes, pour aller amplifier la quantité d'ADN qu'on va retrouver dans notre éprouvette. En plus, dans ce système-là, on a un marqueur spécial qui est marqué avec un fluorophore qui nous permet de lire en temps réel la quantité de fluorescence qui augmente dans chacun de nos tubes. Et c'est ce qu'on peut voir sur les courbes ici. Donc, on voit à chaque cycle la quantité de fluorescence qui va augmenter. Et c'est à partir de ça qu'on va être capable de quantifier la quantité d'ADN qu'on avait initialement dans notre échantillon. Une deuxième approche qu'on a utilisée dans ce projet-là, c'est que souvent, ce qui est critiqué par rapport à la qPCR par les gens qui ne veulent pas qu'on l'utilise comme tel pour faire la détection, c'est que la PCR va chercher toute l'ADN, des cellules vivantes ou mortes. Par contre, maintenant, il y a une approche qu'on appelle la VPCR, V pour viable, dans laquelle on est capable d'aller
empêcher les cellules qui ne sont plus intactes de se multiplier. Donc, ici, on voit une cellule qui est viable et une cellule qui est non viable. Habituellement, la cellule non viable, on sous-entend que sa paroi va être affectée. Donc, il va y avoir des petits chemins par lesquels des intercalaires vont être capables d'aller s'insérer à l'intérieur de notre ADN. Donc, ici, on voit tous les petits nœuds papillons rouges. C'est tous nos intercalaires qui sont allés se coller à l'intérieur de notre ADN double brin. Puis ce que ça va faire, ça, c'est quand ma petite polymérase va venir, qui est mon enzyme pour multiplier mon ADN, bien, elle ne sera pas capable de la multiplier. Donc, je n'aurai pas d'amplification pour ces cellules-là. Donc, c'est une façon, maintenant, d'utiliser la VPCR pour contourner la problématique d'avoir une amplification de l'ADN des cellules mortes. Donc, maintenant, on est capable de cibler plus spécifiquement les cellules qui sont viables, en fait, on pourrait dire dont les parois cellulaires sont intactes. La première étape qu'on a optimisée, c'était la préparation de notre échantillon. Donc, on reçoit 1 litre d'eau qui provient des tours de refroidissement, principalement à cette époque-là, et on doit concentrer les cellules bactériennes qui sont à l'intérieur de cet échantillon-là pour optimiser nos limites de détection. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est être capable de détecter la plus faible quantité possible dans notre échantillon. Il y a 2 approches différentes qui avaient été utilisées, soit par filtration ou par centrifugation. Et une fois que ces 2 étapes-là, une ou l'autre, étaient faites, on les a comparées pour voir laquelle des 2 performait le mieux. Donc, ce qui a été démontré, c'est que la méthode par filtration et grattage sur laquelle on allait rechercher toutes les cellules qui avaient été récoltées, c'était la méthode qui performait le mieux, qui nous donnait les concentrations les plus élevées pour une même suspension bactérienne. Par contre, à cette époque-là, je veux souligner qu'on n'avait pas encore de centrifugeuse à grande capacité refroidissante. On vient d'en avoir une cette année et nous allons retravailler au niveau de la concentration de notre échantillon parce qu'on est convaincu qu'on risque de perdre moins de cellules si on est capable de centrifuger à très haut débit sans éclater nos cellules à cause de la température que si on est obligé de gratter. Et aussi, au niveau du laboratoire, ça risque d'être moins laborieux. La deuxième étape qu'il faut faire, c'est aller chercher notre ADN à l'intérieur de nos cellules. Pour ce faire, on a commencé à utiliser un kit d'extraction. Ce kit-là, malheureusement, est devenu discontinué. Donc, on a été obligé d'en choisir un autre. Et en choisissant un autre, quelle ne fut pas notre stupéfaction qu'on s'est rendu compte que les 2 kits n'extrayaient pas du tout de la même façon. Nous avons testé un 3e kit qui ne performait pas non plus comme les 2 premiers. Alors, un peu zélé, on a fini par en tester environ 6 avant d'en trouver un pour lequel on trouvait que les résultats étaient très bien et aussi qui nous permettait d'avoir des résultats qui étaient reproductibles. C'est bien tannant quand tu prends le même échantillon, tu fais ton extraction, mais que tes concentrations d'ADN extrait varient du kit au double. Donc, le kit qu'on a choisi, c'est un kit de Zimo qui nous permettait pas toujours d'avoir les concentrations les plus élevées, mais qui nous permettait d'avoir les meilleurs résultats de façon répétée. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur les graphiques. L'autre étape, une fois qu'on a notre ADN, c'est de trouver nos marqueurs moléculaires. Les marqueurs moléculaires, c'est mes petites phrases qui vont chercher de façon très spécifique les brins d'ADN qu'on veut aller cibler. C'est le nombre de marqueurs qu'on a testés pour le projet. Chacun de ces marqueurs-là avait été publié dans des publications scientifiques et devait être spécifique pour un ou l'autre de nos systèmes. Mais malheureusement, quand on est rendu au laboratoire et qu'on teste cette spécificité-là, c'est pas toujours évident de démontrer la spécificité. Donc, en travaillant très, très, très fort, en testant différentes combinaisons, parce qu'il faut savoir que pour chaque système, on a besoin de 3 marqueurs moléculaires différents. On a besoin de 2 amorces et d'une sonde. On a fini par retrouver ces 3 systèmes-là. Donc, maintenant, on a le système LC, qui est le système qui est spécifique pour Legionella SPP, c'est-à-dire toutes les espèces de Legionella. On a le FL, qui est spécifique pour la Legionella pneumophila. Et on a le P6665, qui est spécifique pour le SIGRO groupe 1. Donc, on voit que pour chaque système, on a nos amorces aux 2 extrémités et on a notre sonde qui va être notre lumière qui va être faite à chacun des cycles pour voir l'amplification qui est faite par notre PCR en temps réel.
Pour tous les 3 systèmes, ici, on voit un résumé des résultats qu'on a eus pour vérifier la sélectivité et la spécificité. Ce qu'on veut de notre système, c'est qu'il allume tout ce qu'on veut voir, dans le fond. Toute la pneumophilia, si elle est là, on veut la voir, mais on ne veut pas qu'il voit le reste qui est présent. Donc ici, on voit que les 3 systèmes performent très bien. Au niveau de pneumophilia, on a une spécificité de 100 %. Donc, il voit 100 % des légionnelles pneumophilia auxquels on l'a testé. Et donc, sur 130 pneumophilia qu'on a testés, les 130 ont été vus par le système. Et on a une spécificité de 3 %. Donc, c'est 3 % des autres légionnelles qui n'auraient pas dû être vus, mais qui ont été vus. Pour le Legionella SPP, encore 100 %, moins de 1 % des souches qui ne devaient pas allumer, qui ont allumé. Et la souche qui a allumé, dans ce cas-ci, est un Floribacter gormani, qui est en fait une cousine très, très, très rapprochée de Legionella. Donc, au niveau de l'ADN, c'est possible que ce soit très proche et que ça pourrait expliquer là, cette interférence-là qu'on pourrait avoir. Et finalement, pour Pneumophilia sérotype 1, il y a une souche qu'on n'a pas été capable de détecter, donc ça nous donne une spécificité de 95 %, une sélectivité de 1,4 %. Donc, c'est vraiment des systèmes qui performent très, très, très bien. Donc, au niveau de la VPCR, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans des éprouvettes des cellules qu'on avait préalablement tuées à l'autoclave et on a mis des proportions variables de ces cellules-là dans différents échantillons. Et ici, sur le graphique, ce qu'on voit, c'est que plus j'augmente la quantité de cellules mortes, moins j'ai d'amplification quantifiée par mes systèmes. Pour finir, on a fait aussi des comparaisons. On voulait comparer notre méthode par culture, notre méthode de QPCR et aussi la VPCR. La première comparaison, elle a été faite au niveau des essais de performance. C'est des essais de performance, c'est des échantillons qui sont préparés. Ceux-là étaient préparés par le CDC avec des concentrations connues de légionnelles et on comparait comment nos 2 essais performaient par rapport à ce qu'eux avaient prévu ou prédit. Donc ici, on voit que la PCR se rapprochait beaucoup plus des résultats attendus de CDC que la culture. Par contre, je veux dire que cet essai de performance-là a connu plusieurs ratés et maintenant, les laboratoires se sont retournés vers un essai de performance européen qui est le FEPTU et pour lequel on est en train de vérifier et de faire les comparaisons par les filles du laboratoire pour vérifier comment les différents systèmes se comportent les uns par rapport aux autres. Puis ça va être des résultats à venir. Des mêmes comparaisons ont été faites sur des tours de refroidissement, donc la culture, le QPCR et le VPCR. Et on voit encore que les performances sont très, très bonnes. Au niveau tant du QPCR que du VPCR, on détecte quand la culture est positive 100 % des échantillons par QPCR et 82 % des échantillons par la VPCR. Et ça pour les 2 systèmes, soit le LC et le FL. Donc, le système pour Legionella SPP et Legionella pneumophilia. Donc, pour faire un résumé rapide des portées et limites du projet, au niveau des plus, maintenant, on dispose de 3 bons systèmes qui ont une très bonne efficacité, une très bonne spécificité pour faire la détection des légionnelles dans différents échantillons, tant au niveau de l'eau que des sols. C'est une analyse qui est très rapide, qui va nous permettre d'avoir un temps de réponse court lors d'éclosion, mais c'est aussi une méthode qui pourrait être utilisée en tout temps dans une optique de prévention si on veut suivre les tours de refroidissement. La méthode par PCR serait une bonne méthode pour s'assurer qu'on maintient toujours un niveau faible au niveau des concentrations de légionnelles. C'est aussi une méthode qui nous permet d'analyser des échantillons qui sont très chargés en autres bactéries, exemple les sols, mais aussi des tours industriels dans lesquels il y a beaucoup d'autres bactéries. Cette méthode-là, c'est une approche qui nous permet de le faire alors que la culture, on ne peut pas le faire parce qu'on se ramasse avec des bactéries, des tapis bactériens de d'autres choses, puis on n'est pas capable de retrouver notre Legionella. Les moins, c'est une méthode malheureusement qui n'est pas encore acceptée par la législation québécoise, quoiqu'en 2015, elle a été encore reconnue comme étant une bonne méthode dans le guide d'intervention du M3S sur les interventions contre la légionellose, mais on est encore en attente d'espérer qu'elle soit acceptée au niveau de la réglementation.
C'est une méthode qui est quand même assez complexe, qui peut être influencée par des inhibiteurs, mais maintenant, on a commencé à travailler avec un DD-PCR. Le DD-PCR, c'est un Digital Droplet PCR qui permet de faire la quantification absolue. Donc, on n'a plus d'interférences, plus d'influence par les interférences. Et on a aussi changé les méthodes d'extraction. Maintenant, on utilise des méthodes d'extraction par billes magnétiques sur lesquelles l'ADN va aller se coller. Donc, on a moins de problèmes à ce niveau-là de traîner nos inhibiteurs qui sont présents dans le milieu. Et on demeure évidemment à l'affût de toutes les kits d'extraction qui peuvent sortir pour voir s'il n'y en aurait pas un exceptionnel qui pourrait arriver. Donc, en conclusion maintenant, les deux méthodes, tant au niveau de la qPCR et de la VPCR, sont disponibles pour faire les échantillons de procédés et aussi pour faire les échantillons qu'on appelle de consommation, donc de tank à eau chaude, de spa et de fontaine. Et aussi, évidemment, c'est notre grande réussite, c'est pour ça que j'en parle à répétition, dans les sols. Donc, tout ce que je voudrais vous dire en finissant, c'est que la connaissance des limites méthodologiques permet d'interpréter avec intelligence nos résultats. Je pense que tout ce projet-là nous a permis de décortiquer la méthode de la PCA de tous les côtés possibles qu'on avait et ça nous permet maintenant d'offrir, que les laboratoires puissent offrir des méthodes d'analyse là, à tout le réseau et à tous les gens de la province là, pour faire leur détection de légionelle. Si vous avez des questions.